Cher Alsace, beau pays comme vous venez de le dire. La Corse aussi est un beau pays et je voudrais juste dire que certaines époques j'y étais avec l'amicale des maires du canton et nous avons été accueillis par le maire d'Ajaccio de l'époque. J'ai même un petit Napoléon chez moi à la maison, enfin dans mon bureau, donc j'ai visité également la Corse, très joli pays. Bon, en dehors de ça, bien sûr, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous interpellent, nous les élus en premier lieu, parce que on n'a jamais constaté autant de démissions de maires dans notre pays, des difficultés aussi pour gérer nos communes, de moins en moins de moyens. L'État nous impose de plus en plus de choses sans nous donner les moyens. Donc il y a des moments où on se pose des questions et on se dit même, alors c'est mon jugement, ça n'engage personne, mais peut-être que certains élus s'y retrouveront, qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, chaque ministère fonctionne à sa manière sans tenir compte de l'autre ministère qui souvent travaille les mêmes sujets ou au moins partage les mêmes sujets et que quand il faut les appliquer, ce qui est demandé sur le terrain, ben, ça nous pose énormément de problèmes. Je pourrais donner plein d'exemples, mais ce n'est pas le cas. Deuxième chose qui m'interpelle aujourd'hui, si vous regardez un journal que vous connaissez tous, une revue qui s'appelle Le Point, avec un beau titre aujourd'hui, une photo de notre président et 1000 milliards de déficit supplémentaires, moi ça m'interpelle quand même. Nous avons un président qui est là depuis 7 ans, bien sûr il y a eu le Covid, mais ça n'excuse pas tout. Nous avons un déficit colossal. Je me pose des questions quant à savoir, bien sûr, on sait très bien que le gouvernement aujourd'hui demande aux collectivités de faire des efforts, de réduire, donc on va leur donner moins de moyens pour gérer. Et puis ça m'inquiète encore pour les générations à venir en disant à un certain moment, est-ce qu'on ne sera pas traité au niveau européen, même au niveau mondial, un peu comme la Grèce, pardon, à un certain moment et d'autres pays. C'est quand même des inquiétudes que nous devons avoir. De par mes différentes compétences, je m'occupe aussi pas mal du logement. Et je vois qu'aujourd'hui, on nous dit, ben, écoutez, il n'y a plus assez de logements en France, donc il faut en créer, il faut en construire de plus en plus. On impose à travers la loi SRU un certain nombre de contraintes et on ne sait pas sur le terrain comment les résoudre parce qu'avec la ZAN, on nous réduit les terrains, on nous demande le foncier, d'économiser le foncier, comment faire. On sait aussi que l'État, sur 2 logements à la campagne qui sont construits, l'État s'en réserve 1. Donc si bien que les maires des petites communes qui n'ont pas l'obligation de la loi SRU, eh ben, disent si c'est comme ça, moi je ne prendrai plus de logements aidés sur mon territoire. Donc il y a énormément de questions qui aujourd'hui nous interpellent en disant dans la gestion de nos territoires, comment faire pour faire avancer les choses, pour pouvoir répondre aux attentes aussi et pour prévoir l'avenir de notre pays. Un maire n'a pas à gérer uniquement les questions au quotidien, mais il a aussi prévoir pour sa commune son devenir, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de regret à avoir d'ici quelques années en disant on a loupé ou il aurait fallu et on n'a pas fait. Donc pour moi c'est... Bon, je suis maire maintenant depuis un certain temps, mais je vis ça et je dirais, alors c'est pas la vieillesse qui fait les inquiétudes, bien que très souvent... on dit souvent c'est ça, non, mais moi l'inquiétude que j'ai aujourd'hui en voyant un peu l'évolution que nous avons, alors bien sûr il faut être optimiste, bien sûr il faut être positif, bien sûr il faut aller de l'avant, mais je ne sais pas comment on va résoudre un certain nombre de problèmes aujourd'hui que nous rencontrons sur notre territoire. Alors c'est bien, est-ce qu'aujourd'hui au niveau de nos gouvernements, au niveau de nos parlementaires, on tient assez compte des problématiques qu'on vit sur le terrain. Voilà, je m'arrêterai là. J'aurai encore plein de choses, mais je ne vais pas tout... Alors, beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre peut-être dans le désordre par rapport, monsieur le maire, à tous les sujets que vous avez voulu aborder. D'abord, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que ce groupe et le président de ce groupe sont peut-être le groupe le plus pétri des valeurs qui amènent à un moment dans sa vie à une femme ou à un homme de s'engager sur une liste à une élection municipale, une élection départementale. Je dis cela parce que
L'organisation politique que nous avons créée en 2021, c'est une organisation qui s'appuie avant tout sur l'échelon communal. Et que moi, pour ma part, j'ai été pendant 8 ans avec honneur et bonheur le maire d'Ajaccio, une ville de 75 000 habitants, et que j'ai présidé l'agglomération du pays ajaccien qui fait à peu près 100 000 habitants. Et que j'ai avant été conseiller général, à l'époque où on appelait ça encore les conseils généraux, et que le fait d'être un élu local, je sais ce que ça veut dire. Je le sais par rapport à un certain nombre d'expériences que j'ai pu vivre. Tout à l'heure, je vous ai demandé en quelle année vous aviez été élu. Moi, j'ai été élu en 2014, la première fois maire d'Ajaccio. Ça tombe bien, c'était l'année où on avait décidé de baisser la dotation globale de fonctionnement pour certaines communes. Manque de peau, Ajaccio en faisait partie. Ça représente 11 millions d'euros de DGF en moins cumulés sur le premier mandat que j'ai réalisé entre 2014 et 2020. Je sais ce que c'est qu'un coup rude porté en direction d'une collectivité territoriale. Je vais vous dire tout simplement ce que je souhaite ne pas voir et ne pas entendre dans les semaines et les mois à venir. Je ne souhaite pas entendre ou voir une proposition visant à faire ce qui a été fait en 2014, à savoir baisser la dotation globale de fonctionnement. Je vous le dis, je suis président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. D'autres techniques, d'autres choses peuvent être envisagées en vue de faire face à une situation, et j'y reviendrai, en matière de finances publiques, mais je ne veux pas qu'on prenne à la serpe et qu'on taille dans le cœur, dans le corps des collectivités territoriales et au premier échelon, celui de la commune. Voilà, je le dis, je ne pense pas que je serai démenti par Édouard Philippe en le disant, bien au contraire, je pense que les collectivités territoriales ne doivent pas être le bouc émissaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et j'y reviendrai. Parler de cette une, j'ai pris le TGV hier pour venir dans votre beau pays, et j'étais avec mes collaborateurs et je leur ai montré la une, je leur ai dit c'est très dur cette une, très très dur, 1000 milliards. Bon. Et vous savez très bien, parce que vous avez de l'expérience, puisque vous êtes maire depuis longtemps, votre opposition elle pourrait vous faire des choses parfois qui sont aussi méchantes, parce qu'à un moment on va vous dire un chiffre avec votre tête, c'est peut-être un chiffre qui peut être manipulé, ça s'appelle de la communication. Le Point a décidé de faire ça, et peut-être d'ailleurs qu'il faut le faire, mais je pense que on a quand même vécu des moments qu'il ne faut pas oublier. Je ne vais pas tout excuser, hein, je vous le dis très clairement. Moi je soutiens un homme qui a été Premier ministre de la France entre 2017 et 2019. Le déficit public il a baissé. Il y est peut-être pour quelque chose. Et d'ailleurs même le président de la République était pour quelque chose. En revanche, en 2020, on s'est tous retrouvés, et je pense que l'Alsace le sait mieux que quiconque en France, dans une situation unique, dramatique, imprévue et imprévisible. Et qu'il y a des décisions qui ont été prises. Fallait-il les prendre? Je ne sais pas si on n'a pas de capacité de retourner en arrière et de se dire est-ce que le quoi qu'il en coûte pour sauver les entreprises qui se sont retrouvées, excusez-moi l'expression, cul par-dessus tête par rapport à la situation du Covid, est-ce que c'était bien? Peut-être que si on ne l'avait pas fait, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait survécu. Peut-être. Ce que je sais, en tout cas, c'est que un certain nombre de secteurs d'activité ont été sauvés, maintenus en vie pendant la période Covid par de l'argent public. Et l'argent public, il génère des dépenses. Ça a été un choix qui a été assumé par le président de la République, par le gouvernement, par la majorité. Et moi, je ne vais pas me démarquer de ce choix. Est-ce que le curseur a été placé au bon endroit? Peut-être pas tout le temps. Mais en tout cas, il y a eu une réponse qui a été forte. Et une réponse qui a permis, je le pense, dans bien des cas, de sauver un certain nombre de situations. Il ne faut pas oublier non plus que nous nous sommes retrouvés devant une situation géopolitique
qui a entraîné de manière assez démentielle l'augmentation de beaucoup de choses et créé une crise inflationniste qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Là encore, il y a eu une réponse. Elle a été décidée par le président de la République, qui l'a soumis à approbation du Parlement, et j'y ai participé depuis 2022 et je l'assume parce que je l'assume toujours ce que je fais. Sur l'énergie, sur le pouvoir d'achat, nous avons été élus, Vincent, Stéphanie et moi, avec un programme politique qui disait que dès juillet 2022, nous allions voter un paquet pouvoir d'achat pour permettre aux Françaises et aux Français de faire face à un certain nombre de dépenses qui avaient flambé par rapport à la situation d'inflation dans laquelle nous nous trouvons. Ça coûte de l'argent. Et nous sommes co-responsables. Et moi, je ne vais pas être celui qui va tirer dans le dos du président de la République parce qu'aujourd'hui, Le Point fait un titre 1000 milliards d'euros. Est-ce que le curseur était bien placé? Peut-être pas toujours. Vous savez, je viens avec vous, pétri d'humilité. Je ne suis pas certain qu'on a tout fait bien. Par contre, j'assume le fait que nous nous sommes retrouvés dans une situation qui exigeait absolument... C'est quoi? Il y a une cigogne qui est venue voir? La cigogne, c'est la cigogne du maire. Donc, vous dire vraiment que je suis pétri d'une certaine forme d'humilité, d'une humilité certaine même, mais que j'étais engagé dans cette campagne électorale de 2022 avec un certain nombre d'engagements pris en matière de pouvoir d'achat et que nous les avons tenus et que ça a permis à un moment de réduire le choc et que ça a été fait avec de l'argent public, que ça a créé du déficit. Ensuite, je vais vous dire par contre ce que je pense de tout ça. On n'a pas attendu Emmanuel Macron pour avoir un problème de dette en France. Depuis 1974, c'est le président Giscard d'Estaing qui était aux responsabilités et Jacques Chirac qui était Premier ministre, la première fois où il a été, on n'a plus eu un budget à l'équilibre, alors qu'en tant que maire, vous savez que c'est une obligation qui nous incombe, nous élus locaux, on n'a plus eu un budget à l'équilibre. Ça a donc créé de manière systémique un déficit public. La France a puisé dans ses réserves assez rapidement et a été obligée de contracter de la dette. Elle a emprunté comme vous empruntez lorsque vous avez un projet immobilier ou un projet commercial ou un projet d'achat, quel qu'il soit. Elle a emprunté, elle a contracté de la dette. Cette dette, aujourd'hui, son intérêt est en passe de devenir le premier budget du pays devant celui de l'éducation nationale, devant celui de la défense, devant celui de votre sécurité du quotidien. Ça sera en 2026-2027. L'intérêt de la dette. Et c'était prévu depuis longtemps. C'était prévu déjà, je me souviens, sous Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, a dû faire face en 2008 à l'une des plus grandes crises bancaires et qui a sauvé notre système bancaire avec de l'argent public. Et d'ailleurs, en 2012, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, il a subi 5 dégradations de notes de la France. Parce que je vous le dis, d'ici quelques jours, le 26 avril, la France va être dégradée encore par les agences de notation. C'est pas la peine de vous faire durer le suspense sur la question. On va avoir une dégradation de la note financière du pays en avril, le 26 avril vraisemblablement. Le président Sarkozy, 5 fois. 5 fois. On a été arrivé à 5,7% déficit public. J'étais militant de l'UMP, donc j'en parle en totale tranquillité. Bon. Le problème, c'est pas un problème de conjoncture. C'est un problème de structure. Le déficit, il est créé en France par la structure même de notre État. Les gens qui vont vous dire le contraire, pour moi, sont passés à côté de la plaque. C'est pas une conjoncture. C'est pas parce que cette année ou l'année dernière, on n'a pas eu les rentrées fiscales correspondantes aux prévisions qu'on est hors les clous budgétairement. La réalité, c'est que depuis 50 ans dans ce pays, l'État, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit cette majorité, eh bien, on a pris un peu le pli du déficit public. Bon. Ce que nous proposons dans notre groupe et au sein du parti politique auquel nous appartenons, c'est de regarder la vérité en face. Et je pense, de mon point de vue, être plutôt bien placé pour dire que s'il y a bien un responsable politique dans le pays qui n'a jamais été dans un discours de béni oui-oui par rapport à ça, c'est Édouard Philippe, y compris même lorsqu'il s'agissait
de déranger certains de nos amis politiques. Il l'a encore fait dernièrement, dans l'opinion, en disant on ne réforme plus assez, on génère du déficit public. Je vous rappelle, et ça ne fait pas plaisir aux gens, à l'époque il a dit oui, si on voudrait être dans les clous, il faudrait s'aligner sur nos pays voisins et amis en matière de retraite, on pourrait peut-être même aller jusqu'à 67 ans. Tout le monde a fait oh mon Dieu, c'est scandaleux, Édouard Philippe est un tortionnaire. Il ne le fait pas pour le plaisir. Je pense pouvoir parler de lui comme quelqu'un que je connais bien et qui est un ami. Il le dit parce qu'il sait, Édouard Philippe, que les temps sont difficiles et que la dette, l'endettement, le déficit structurel du pays nécessite des réformes. Il le dit parce que nous avons une démographie qui est escalée. Il a été le Premier ministre qui a proposé la réforme systémique des retraites. Systémique. J'y suis plus que jamais favorable. Plus que jamais. Avons-nous aujourd'hui la majorité pour pouvoir le faire passer? Non. On parle de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale, monsieur le maire. Moi, demain, je veux bien que les maires prennent leurs responsabilités et soient jugés sur leurs résultats, à condition d'avoir pleinement les manettes. Allez, banco, lançons la grande réforme de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale, en ne garantissant plus l'emploi à vie. Moi, je dis, chiche, je pense qu'à horizon, et que du côté d'Édouard Philippe, je ne vais pas être démenti et contredit dès le début. Avons-nous la majorité politique pour le faire aujourd'hui, même si le ministre de la fonction publique est sur une évolution en la matière? Avons-nous la majorité parlementaire pour pouvoir faire passer un tel sujet sans mettre le feu aux poudres? Non. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, le président de la République n'a pas promis ça pendant sa campagne en 2022. Est-ce qu'il faut une réforme fiscale, notamment sur les collectivités territoriales? Bien sûr. Bien sûr. Pouvons-nous le faire aujourd'hui en matière de marge de manœuvre politique? Bien sûr que non, je le dis. En revanche, il existe un certain nombre de choses qui peuvent être réalisées. L'État doit revoir son train de vie et doit obtenir des résultats, et je pense des résultats substantiels en matière de dépenses publiques afin de revenir à un niveau de 3% de son PIB d'ici 3 ans. En fait, parce que c'est le contrat qu'on a signé avec nos partenaires au niveau de l'Union européenne et qu'aujourd'hui on est à peu près les derniers de la classe en la matière, et que en ce qui me concerne, ça me fait plutôt de la peine et ça me rend pas fier. Donc on va prendre des décisions qui s'imposent. On va pas pouvoir tout faire parce qu'on n'a pas la majorité pour le faire. Je le dis parce que l'honnêteté me commande de le dire. On va faire aussi une réforme de l'assurance chômage. Une nouvelle, vous me diriez, mais je considère aujourd'hui que, eu égard à la situation que nous vivons, il y a un certain nombre de matelas sociaux qui existent dans le pays qui ne peuvent plus être justifiés eu égard à la situation de nos finances publiques. Je le dis parce que je considère qu'on a atteint une limite qu'on ne peut plus aujourd'hui franchir. Alors ça va faire jaser, mais lorsque j'entends certains responsables politiques qui nous disent, et responsables, je ne sais pas si c'est véritablement le terme qui leur colle le mieux à la peau, vous êtes nuls, il ne faut pas augmenter les impôts, j'ai pas envie d'augmenter les impôts, moi je ne voterai pas une augmentation d'impôts, je vous le dis. Voilà. Comme Vincent n'en a pas voté depuis 7 ans, on n'en votera pas. Il ne faut pas augmenter les impôts, vous êtes nuls, mais surtout il ne faut pas s'en prendre aux chômeurs. Et surtout, il ne faut pas s'en prendre aussi, il ne faut pas s'en prendre ça. Ben à la fin, je suis désolé, ça a atterri sur ceux qui nous a amenés là où nous sommes depuis 50 ans, l'inaction et l'impuissance. Donc on va essayer de prendre la situation telle qu'elle est, et je vous le dis, on va le faire en protégeant également les élus locaux, parce qu'à Horizon, dans notre ADN, on a ça un peu plus que les autres au sein de la majorité, parce qu'on sait ce que ça veut dire que de faire un budget municipal. Moi je sais ce que ça veut dire, un budget municipal où vous avez diminué le nombre de fonctionnaires, parce que moi je l'ai fait, et que à la fin vous entendez le ministre qui vous dit ben, on va faire monter le point d'indice pour la fonction publique territoriale, et puis vous vous débrouillerez avec ça, monsieur le maire, et vous vous prenez 1,2 ou 1,3 million, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans la pipe, au niveau du chapitre de dépenses de personnel, le fameux 012 que chaque maire, chaque élu, quelle que soit de la collectivité dans laquelle il siège, connaît. Je le connais ça.
je le connais. C'est pour ça que je vous dis que les grandes réformes de structure, il va falloir à un moment les mettre sur la table et avoir un débat pour l'élection nationale la plus importante, en mettant les choses sur la table, en expliquant, en faisant de la pédagogie et en disant pourquoi est-ce qu'on le fait. Vous parlez du logement aussi, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher puisque en tant que maire j'ai été aménageur et j'ai connu les crises, parce que la crise du logement ça fait longtemps qu'elle est là. Il y a eu des textes de loi imbéciles qui ont été votés en France, je le dis, en matière de logement. Vous en parliez d'un qui a été voté à l'époque de la cohabitation Chirac-Jospin, je l'ai subi. Je l'ai subi. Et c'est pas le seul que nous subissons lorsqu'on est maire. Le Premier ministre a tenu un langage de vérité lors de son discours de politique générale, notamment sur l'attribution des logements. Il a dit que le maire devait revenir au centre du jeu. Je peux vous dire, après avoir eu encore l'occasion de discuter avec lui cette semaine, qu'il n'a pas changé d'avis et que dans les semaines et mois à venir, il y aura un projet concernant le logement en France qui remettra le maire au centre du jeu, notamment en ce qui concerne l'attribution de logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être le maire et supporter un certain nombre de contraintes que le système actuel rend possible. Tout ça pour vous dire, monsieur le maire, que les inquiétudes qui sont les vôtres, je les partage. Et je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas commencer les propos de cette réunion par quelque chose de négatif. Je le fais parce que j'y crois à ce que je vous dis. Si c'était foutu, je ne serais plus à l'Assemblée nationale, je me serais barré depuis longtemps de la vie politique et que je ferais autre chose. Je fais parce que je crois en mon pays et que je crois utile de le dire à un moment où tellement d'esprit négatif est dans le débat public, c'est quand même de rappeler nos forces parce que nous en avons des tonnes. Mais en revanche, je ne suis pas non plus à nier et je sais très bien que nous avons de grands défis devant nous. Parmi ceux-ci, la dette. Alors c'est peut-être pas très sexy, mais à un moment, quand on est quelqu'un qui a les yeux en face des trous et qu'on a envie de mener sa barque au mieux, la dette, ça doit compter. Et on le dira. La nécessité de remettre de l'ordre dans nos comptes publics, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Mais on sera bien le parti politique qui le dira. J'étais au Havre le 9 octobre 2021, Avec moi. avec d'autres, dont Vincent, et j'ai entendu, il faut de l'ordre dans la rue et de l'ordre dans les comptes. J'étais là. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde. Y compris même dans la majorité. Mais nous l'avons dit, nous avons soutenu, nous avons adhéré au parti politique. Donc on va prendre nos responsabilités, et vous savez très bien que on le fera en étant dans une forme d'équité et de justice, en ne remettant pas toutes les responsabilités sur les collectivités territoriales, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais en disant peut-être qu'il va falloir revoir notre modèle, je vous l'ai dit, ce n'est pas une conjoncture qui fait que nous sommes dans la difficulté, c'est la structure même des dépenses de l'État. Il faut donc des modifications fortes, il faut des réformes de structure fortes. Je pense qu'avec Édouard Philippe, demain nous sommes capables de les proposer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui proposer certaines choses au sein de la majorité parce que nous ne sommes pas en capacité politique de faire passer un certain nombre de choses. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que le groupe Horizon, à l'occasion des prochains débats budgétaires, sera au rendez-vous du sérieux, de la responsabilité, et sera dans la ligne que je viens de vous décrire, celle qui vise à prémunir le pays d'un dérapage, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, c'est arrivé en Grèce, et ça peut arriver aussi en France. Rien n'est impossible. Voilà. Et je vous conclurai là-dessus. Vous savez, j'ai discuté cette semaine avec quelqu'un qui est suffisamment bien placé pour en parler, et qui disait l'état de notre dette doit être au cœur de toutes nos préoccupations, parce que nous avons des créanciers, et que ces créanciers demandent des comptes. Et que c'est ce qui s'est passé dans le temps en Grèce, et c'est ce qui s'est passé pour des collectivités qui avaient notamment contracté les emprunts Dexia, souvenez-vous, toxiques. À un moment, le créancier demande « I want my money back », comme ils disent. Sinon, il ne ferait pas de prêt. Il n'aurait même pas de raison d'être. Donc, il faut se dire aujourd'hui qu'on est dans cette époque-là, et que l'enjeu de la dette, c'est un enjeu de souveraineté, et que pour pouvoir s'assainir, il faut se désendetter, et il faut présenter un certain nombre de garanties. Voilà. Moi, je ne vais pas être là pour nier la réalité. On a ce sujet qui est aujourd'hui sur la table. On nous a demandé de ne pas en faire toute une histoire, même si pour nous, Horizon, c'en est une, et on agira en conséquence. Il y a un risque que la France fasse défaut sur sa dette, selon vous? Défaut, non.
Défaut, non, parce qu'en fait, il faut comprendre comment est calculée la dotation. Et ça, souvent, c'est un calcul qui est compliqué. Quand on calcule la note de la France, en fait, il y a un concept qu'il faut quand même que les Français comprennent bien, que chacun, tout ce qui vous appartient à l'État. Tout ce qui vous appartient fait partie du calcul, effectivement, du sujet de l'hypothèque, effectivement, de la dette. Aujourd'hui, il n'est pas question de défaut. Mais je dirais, le sujet n'est même pas là. Le problématique de la dette, en fait, il y a une question que personne ne se pose. Et que personne ne pose. À qui appartient la dette française? Qui sont nos créanciers? Nous, personnellement, même en tant que parlementaire, on ne le sait pas. Et c'est un vrai sujet. On ne sait pas. C'est un vrai sujet. Quelle société? Oui, bien sûr, il y en a certains qui le savent, il y en a qui le savent, mais c'est un vrai sujet. Je vous rappelle qu'une grosse partie de la dette américaine, aujourd'hui, appartient aux Chinois. Donc ce sont des vrais sujets. Donc quand on parle de souveraineté, et qu'en même temps on dit que la dette n'est pas un problème, c'est faux. Totalement faux. Après, la question de la dette, moi j'ai toujours la problématique de la dette, en soi, le problème n'est pas la dette. Le problème, c'est à quoi elle sert. Ceux qui ont été dans le privé, vous faites à un moment donné, même à titre privé, vous vous endettez parce que vous faites un investissement. Et je pense que les investissements qu'on a fait dans le cadre de France Relance, que l'Europe a fait au moment de la Covid, qui était un acte symbolique, était nécessaire. Parce que c'était une dette d'investissement. Sauf que là, nous nous retrouvons dans une problématique. Aujourd'hui, c'est plus une dette d'investissement, c'est une dette pour combler des trous. L'endettement actuel, c'est ça le vrai sujet. Après les pistes, je peux vous dire quelques pistes que nous on a au niveau d'Horizon, que Laurent a rapidement évoqué. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'État français paye une prime à l'emploi en compensation d'un salaire non perçu? Alors qu'on a fait une baisse des impôts, on a fait tout un système pour alléger les charges. Est-ce qu'aujourd'hui il est normal que l'État quand même continue à verser des primes à l'emploi? Je vous laisse juste imaginer combien ça coûte. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que dans toutes nos actions de transition écologique, que je maintiens, que j'ai voté, on ne soit pas non sur une obligation de résultat, mais on soit sur une obligation de moyens? Et là se pose la question, la responsabilité. Et c'est pour ça que moi j'ai rejoint Horizon. Alors certes, moi j'ai jamais été maire, j'ai jamais été avant conseil municipal, mais au contact des maires que j'ai pu rencontrer, j'en ai vu les difficultés. J'en ai vu les interrogations. Et cette responsabilité, je pense que c'est l'ADN d'Horizon, quand vous êtes maire, vous avez la responsabilité de l'euro investi. Parce que vous avez cette obligation de l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'aujourd'hui l'État s'applique à lui-même cette règle de l'efficience de l'euro investi? On va se dire les choses comme elles sont. Non. Parce qu'on est justement non pas sur une obligation de résultat, mais sur une obligation de moyens. Voilà, ça c'est les valeurs que nous on porte au sein d'Horizon. Pour vous dire d'autres sujets. Sur le sujet de logement, effectivement, on y travaille beaucoup. On a des députés très performants sur le sujet. Nous, on est pour une décentralisation de la compétence logement. Au niveau du département, et je sais, Étienne, que c'est un sujet que j'ai pu transmettre, et je le transmets encore à France et Vigueur, il m'a beaucoup appris sur le sujet, notamment sur le fameux triptyque. En tout cas, nous, je peux te dire qu'au sein d'Horizon, c'est exactement ça que nous défendons. Ça doit partir du territoire. Et c'est le territoire qui sait ce qu'il doit faire. Après, quand on parlait du sujet de la confiance, effectivement, on demande la confiance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et là c'est mon avis personnel, j'engage personne, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État, dans la manière dont il traite les collectivités, les acteurs, lui, il part avec une notion de confiance avec ses acteurs ou avec une approche de défiance? Mais moi, j'estime aujourd'hui que l'État, les services de l'État, ceux qui vous accompagnent dans les projets, je ne vais pas les citer, ils ont plus une approche de défiance vis-à-vis des acteurs et des élus locaux qu'un avis défiant. Et ça, il faut qu'on le combatte. Mais là, au-delà du changement structurel, il va falloir qu'on s'attaque à un sujet culturel. Et effectivement, là je rejoins ce qu'a dit Laurent, c'est peut-être l'idée à un moment de dire à ces gens, ben non, mon grand, ton emploi il n'est peut-être pas à vie. Et en tant qu'administratif, ton patron, par définition, c'est l'élu, quel qu'il soit.
dit dans le service, l'élu s'en va, nous on reste. Ah mais c'est exactement ce qui m'a été dit à la sortie d'une audition. On avait fait une audition sur la comptabilisation des lois. Un haut fonctionnaire, je ne sais pas de quel ministère, s'est retourné à la sortie de l'audition. Regardez, il m'a dit, monsieur le député, eh bien une chose en tête. On était là avant vous, on est là pendant vous, on sera là après vous, et la durée de vie moyenne d'un ministre, c'est 2 ans. Je pense que c'est inadmissible. Et je pense, je ne suis pas un grand fan du système politique américain, mais je sais que Laurent partage la même idée. Aux États-Unis, on change de président, on change d'administration. Ça s'appelle le spoil system. Enfin, moi là, j'engage pas le parti politique, c'est pas le programme du parti politique. Moi, je suis là pour être sur des idées. Mais c'est largement partagé, je peux te le dire. Ouais, voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, notamment dans l'administration centrale, hein, à plus forte raison dans une administration communale, départementale ou régionale, à un moment, un élu arrive, il peut conserver les mêmes s'il les considère comme étant capables. Mais à un moment, la notion de loyauté, de confiance, elle est nécessaire. Et je pense qu'à un moment aussi, la notion de renouvellement, elle est indispensable. Parce que vous laissez une personne, quelles que soient ses qualités humaines et professionnelles, à la même responsabilité, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'elle voit passer une ribambelle de ministres, elle va se dire, moi à la rigueur je suis immuable, je suis inéluctable, ils peuvent passer, ils peuvent me donner des consignes, ils peuvent me donner des ordres, j'en ai rien à faire. Bon, donc ça c'est un sujet sur lequel il va falloir avoir le courage de... De toute façon, je vais vous expliquer, si à un moment on ne tranche pas les nœuds gordiens qui bloquent un certain nombre de choses dans notre pays depuis 30, 40 ou 50 ans, ça va se casser la figure. Et je ne veux pas voir, moi, notre système se casser la figure. Et je sais ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Je sais qu'il y a des injonctions contradictoires. Il y a des gens qui voudraient qu'on soit sur un élan de réforme puissant, mais qui en même temps ont peur de la casse. Et puis ont peur pour leur propre sort. Et c'est bien normal, on voit midi à sa porte. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parte à la conquête de quelque chose qui soit un moment de vérité pour le pays. Notamment sur ce que nous sommes en capacité de faire et ce que nous ne sommes plus en capacité de faire. Voilà. Et je pense qu'on est à cette heure de vérité. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais plein d'incertitudes. Mettons que le président ne prenne pas la décision de dire ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte et de le mettre en musique. Je ne sais pas de combien serait notre taux de chômage au moment où on parle. Et peut-être qu'on nous reparlerait encore du chômage. Et je ne sais pas si on verrait des usines monter encore pas loin d'ici et dans le nord où j'étais à Dunkerque avec les gigafactories qui vont créer je ne sais pas combien de milliers d'emplois dans la région de Dunkerque, etc., etc., etc. Je ne le sais pas parce qu'à un moment il y a un climat de confiance qui s'est créé par rapport aux réformes structurelles qui ont déjà été accomplies. Et ça, on ne peut pas l'enlever au président de la République. Moi, je le dis d'autant plus que, contrairement à Vincent, moi, au départ, le président, j'y croyais pas. En 2017. Je n'ai pas fait partie de ceux qui, spontanément, se sont rangés derrière le président de la République. J'avais un parcours politique bien classique. Voilà. Après, moi, je me suis aperçu, il a nommé un de mes collègues, député maire comme moi, Premier ministre, alors qu'on n'avait pas fait campagne pour lui. Je veux dire, c'est quand même un geste assez audacieux. Et puis j'ai vu la manière dont les choses se sont passées par la suite. Enfin, j'ai quitté ma famille politique, parce que je m'apercevais qu'elle proposait plus ce qui me convenait et ce qui me correspondait. Je suis resté sans appartenance politique pendant une période assez longue, et puis en 2021, l'ancien Premier ministre m'a dit, je vais faire un parti politique. J'ai dit, je viens, banco. Parce que... je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il a dans le ventre et dans le cœur, et je me suis dit on va l'aider, on va l'accompagner, donc j'adhère. Et parmi les choses qu'il a dans le ventre, qu'il a dans le cœur, c'est qu'il ne dit pas toujours ce que les gens ont envie d'entendre. Et peut-être que c'est pas de nature à... vous savez, vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure avec Vincent, quand on se retrouve dans les confinements et qu'à un moment la presse lui dit mais là machin, comment on va faire? Et il a dit je sais pas. Le Premier ministre, parce qu'il a dit la vérité, il aurait pu broder et dire ouais bon vous allez voir comme ci, comme ça, etc. À un moment, moi, c'est aussi à cet homme auquel je fais confiance et auquel j'ai lié mon destin en adhérant à sa formation politique. Après tout, j'aurais pu rester un élu sans difficulté. J'étais maire d'Ajaccio, j'ai été réélu au premier tour la dernière fois, président d'agglomération, etc., etc. C'est comme 75 000 habitants, j'avais mon petit
pas mon petit royaume, mais une forme de fief. Voilà. Et je me dis, j'aurais pu dire, je ne vais pas participer à ça, mais je suis venu parce que je sais que la France, elle a besoin aujourd'hui de beaucoup de convictions et de beaucoup de valeurs et d'une certaine manière de concevoir les choses, d'une certaine idée. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Édouard Philippe incarne au mieux cela. On le fait au sein de la majorité présidentielle, dans des configurations parfois contraintes. Nous sommes 31, nous sommes dans un groupe d'une majorité relative. L'élan de réforme, c'est pas facile de l'avoir, de le susciter, mais on le fait aujourd'hui. Et surtout, je vous le dis, voilà, moi, on est dans une réunion politique, je le fais aussi pour préparer l'avenir, et je pense que celui qui m'a convaincu de me ranger à ses côtés doit être soutenu pour l'avenir. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que je m'inquiète si d'aventure... Et qui ne s'arrête pas qu'à une seule voilà, élection. que je suis inquiet si d'aventure on va vers d'autres schémas. Très inquiet pour le pays. Alors, oui.